Bon, alors on va effectivement regarder comment, pour cette dernière table ronde, on concilie ambition industrielle et transition écologique. Je vais là aussi très rapidement vous présenter Stéphanie Soroy à côté de moi. Vous êtes la co-dirigeante de Somocap. Juste après, Doris Birkhofer, qui est la directrice générale de Siemens en France et la toute nouvelle présidente de la Chambre de commerce allemande en France. Vous venez d'être élue il y a de ça quelques semaines. Juste à côté de vous, Virginie Sachs, qui est la PDG de Companium, directrice aussi de la filière industrie à l'ESSEC, et puis vous portez également tout un mouvement qu'on appelle les Infustriels, justement pour rendre plus rigolote, on va dire comme ça, l'image de l'industrie. Et puis au bout avec nous, Barbara Bressan-Sosfeld, qui est la directrice de la RSE et membre du COMEX France de L'Oréal. Doris Birkhofer, je vais débuter avec vous. Siemens, ça fait partie de ces entreprises que tout le monde parfois croit connaître, mais finalement on ne sait pas toujours. Je suis sûr qu'on fera un sondage ici, de demander ce que fait vraiment Siemens en France. Je ne suis pas certain que tout le monde serait capable de répondre. Qu'est-ce que vous fabriquez en France ? Alors déjà, Siemens est en France depuis 175 ans et nous avons accompagné depuis toutes les révolutions industrielles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, une usine sur deux est équipée avec les technologies Siemens, soit de l'automatisme, des solutions numériques ou des produits pour l'efficacité énergétique. Et notre rôle, c'est d'être facilitateur de la réindustrialisation, de la modernisation des industries traditionnelles, mais aussi des infrastructures. Parce qu'il ne faut pas oublier que si l'industrie, c'est un peu le cœur de notre économie, c'est les infrastructures qui sont ces artères et qui la font vivre. Et pour ça, on propose des solutions très concrètes. Je peux donner quelques exemples pour le rendre un exemple. Peut-être plus tangible. Parce qu'on parle aussi dans ce contexte de développement durable, de sustainability. La décarbonation, l'empreinte carbone d'un produit se détermine à 80% au moment où il est conçu. Donc nous mettons à disposition des logiciels de simulation, de conception qui permettent de réduire l'empreinte carbone d'un produit dès le début. On travaille beaucoup avec l'industrie robotique, on vient d'en parler. Là, vous avez donc les robots avec les bras et vous avez au bout des bras des robots, des effecteurs terminaux qui manipulent, qui sont des outils. Et là, c'est des trucs qui sont très complexes et lourds. Et avec la conception, la simulation, vous pouvez complètement repenser la façon de laquelle un tel produit est conçu, qui n'est plus en aluminium, mais en carbone, qui est 95% moins lourd que son produit initial, qui a une empreinte carbone 95% plus bas et pendant le cycle de vie de l'utilisation consomme moins de 50% d'énergie. Donc on a plein d'exemples comme ça qui permettent à la fois aussi de conjuguer compétitivité et décarbonation. Et ça, pas seulement pour le grand groupe, mais aussi pour les PME. Oui, un point effectivement important. J'en viens à vous, Barbara Bressan-Sosfeld de L'Oréal. Alors, vous faites partie de ces entreprises riches qui donc ont le choix de pouvoir être offensives quand il faut le faire. Et vous avez fait de la transition environnementale un véritable axe business. Vous venez par ailleurs d'annoncer un nouveau déploiement industriel en France, à Gauchy, 60 millions d'euros que vous avez annoncé lundi matin et qui faisait partie des vrais nouveaux projets qu'on ne connaissait Absolument. pas jusque-là. Justement, ce qui est intéressant, et c'est pour ça qu'on était très content de vous avoir ce soir, comment une entreprise comme la vôtre a fait de cet axe, finalement, son axe de développement business ? Alors d'abord, on est une entreprise, donc en fait, on pense business, on n'est pas une NGO, on a besoin d'être profitable, d'être compétitif et de réussir. Donc vous disiez, on est riche et on peut se le permettre. En fait, non, d'abord on se le permet et on le fait parce qu'on en est convaincu. On est convaincu que c'est un élément créateur de valeur pour notre entreprise et notre industrie, puisqu'on est leader dans la cosmétique, donc on est aussi responsable de ce qu'on apporte et de ce qu'on peut faire avec nos partenaires de l'industrie, nos fournisseurs et nos grands partenaires. Et puis aussi parce que et c'est quelque chose dans lequel on est inscrit depuis extrêmement longtemps. En fait, nous, ça fait 30 ans qu'on est notre premier laboratoire de recherche environnementale, c'est 1995, et ça fait plus de 20 ans qu'on travaille sur nos scopes 1 et 2 et qu'on décarbone nos sites. Donc nos sites, nous, on a à peu près aujourd'hui dans le monde 36 sites industriels d'usines. En France, on en a 11.
On a 7 centres de recherche, donc on est de grands acteurs dans nos territoires, au niveau national et évidemment au niveau international. Donc pour répondre à votre question, nous au niveau mondial, on produit globalement où on vend. Donc en fait, on applique cet engagement sous un programme qu'on appelle L'Oréal pour le futur. 26% de la production de L'Oréal et pourtant, est encore en France. Absolument, est encore en France. Pourquoi ? Parce que l'Europe et tout simplement la France et l'Europe sont des énormes marchés. La filiale France, c'est la 3e filiale du groupe. Et donc c'est un gros marché. L'Europe est un énorme marché. Et puis après, on a aussi certains produits, comme par exemple nos parfums. Vous citiez Gauchy, qui est notre usine de parfums, qui produit pour le monde. Là, en l'occurrence, le Made in France et le savoir-faire français est important. Donc juste 2 points par rapport à ça, c'est qu'on le fait parce qu'on est convaincu et que pour nous, c'est des facteurs de création de valeur et d'engagement et on a cette responsabilité aussi de limiter notre impact. Mais c'est aussi parce que nos consommateurs évidemment, nous demandent de les aider. Nous, on est tous consommateurs, on peut être un peu ambivalent au quotidien sur comment réduire notre impact dans notre vie de tous les jours. Vous avez réussi ce tour de force dans un groupe comme L'Oréal vos consommateurs vous ont forcé un peu à un moment et finalement vous les avez devancés. En fait, c'est un peu les deux, mon capitaine. Ouais. Ce que je vous disais quand vous m'avez posé la question, c'est qu'en fait, évidemment, nous, on l'a anticipé parce que, en fait, c'est une source d'innovation et qu'on est responsable vis-à-vis de nos marchés et vis-à-vis de nos investisseurs et vis-à-vis de nos consommateurs et de nos collaborateurs, accessoirement. Mais on l'a fait aussi parce que nos consommateurs sont extrêmement exigeants. Ils ont besoin qu'on les aide et ils nous le disent. Là, ils sont très, très clairs. Le conso, dans la salle de bain, c'est compliqué, mais ils nous demandent de les aider. Donc, on a mis en place des solutions, des recharges, de l'innovation. Et tout ça, malgré l'inflation, vous voyez malgré pas l'inflation, non. Et nous, on tient énormément à ce que l'ensemble de ces solutions, de ces routines de beauté plus responsables, soient aussi accessibles au plus grand nombre. On a 43 millions de consommateurs en France. Et pour nous, il est extrêmement important qu'on soit engagé auprès d'eux sur des produits plus responsables pour tous. Alors François Gemène vient d'arriver, merci à vous, je vous donnerai la parole juste après, mais si quelqu'un peut avoir la gentillesse de se passer le micro en cordée, parce que le dernier il est là, si vous voulez vous le passer. J'en viens à vous en attendant, Stéphanie Sorway, vous co-dirigez une PME industrielle qui vit vraiment la transition au quotidien. Peut-être un mot sur Somocap, qu'est-ce que vous faites dans la vie vous aussi ? Donc bonjour à toutes et à toutes et à tous plutôt. Somocap, donc c'est une PME de 50 personnes. Nous sommes basés au Pays Basque et nous fabriquons des pièces techniques à façon en plastique, caoutchouc et composite. Et ce qui était intéressant de vous avoir sur cette table ronde pour concilier ambition écologique et ambition économique, on va le dire comme ça, c'est que vous venez de concevoir une toute nouvelle usine et un peu comme le disait Doris à l'instant sur la fabrication des pièces, vous avez dès le démarrage essayez de vous dire on va essayer de produire mieux tout en réussissant à augmenter nos capacités de production. Comment vous avez imaginé cela ? Exactement. Donc déjà, nous sommes fiers de porter une note d'optimisme et de faire partie des sites qui ont ouvert en 2025. Donc nous annonçons aujourd'hui la pleine mise en opération de notre nouvelle usine. Plus qu'une nouvelle usine, c'est une deuxième usine, puisqu'avec cette usine, nous doublons notre capacité de production. Donc pourquoi nous avions besoin de cette deuxième usine ? Donc nous sommes 50, nous sommes à un seuil critique. Nous travaillons pour différents secteurs d'activité, dont l'aéronautique, la défense, le médical. Et on a certains clients qui ont des enjeux, ça c'est plutôt bien. Et nous avions besoin aussi d'accompagner nos clients dans ces enjeux et de les rassurer. Donc voilà, pour pouvoir assouvir cette ambition industrielle que nous avons aussi, nous avons décidé de faire cet investissement et nous avons pensé cet investissement avec 3 enjeux sur le pied, 3 enjeux, dont le premier enjeu était effectivement la réduction de notre impact environnemental. Donc dès le début, nous avons réfléchi à comment réduire cet impact. Donc nous avons installé dans notre nouvelle usine 250 kW de panneaux solaires, ce qui va représenter 40% de notre énergie. Nous avons investi dans des équipements, notamment dans des groupes froids avec free cooling pour réduire également nos énergies. Là, ce système nous permet de réduire, de diviser par 4 la consommation d'énergie sur ce poste. Nous avons mis en place des cuves pour la récupération d'eau de pluie. Nous avons un bâtiment bois-béton pour une inertie thermique importante. Ça, c'était le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'était la compétitivité. Voilà, comme tous, on a des enjeux de compétitivité.
pour pouvoir donner de la compétitivité à nos clients. Nous avons mis en place des systèmes pour améliorer la productivité. Donc voilà, des ponts roulants, des équipements moins énergivores, des équipements pour faciliter les opérations et réduire aussi les TMS de nos opérateurs. Et oui, parce que c'est un point important. Elle est jolie en plus cette usine. Vous l'avez pensée comme quelque chose où il y a de la lumière, où on n'y est pas trop mal, quoi. Et ça, c'est le troisième enjeu. Nous voulions une belle usine. Nous voulions une belle usine qui se veut un lieu de vie pour nous, pour nos collaborateurs et pour nos clients. Nous voulons que nos salariés viennent travailler avec envie. C'est un enjeu pour la marque employeur, pour attirer des nouveaux talents. Donc voilà, nous avons une belle usine avec de la lumière, des panneaux acoustiques pour réduire le bruit, des lieux de vie, un espace de repos commun avec que ce soit toutes les strates de l'entreprise, bon, dès que 50. et là, la suite en 2026, c'est de construire notre salle de sport et notre salle de sieste pour nos collaborateurs. Bon, on va tous partir travailler chez Somocap. Ça a l'air très sympa. Je crois qu'on peut vous applaudir, en effet. Virginie Sachs, j'en viens à vous. Je vous présentais comme l'une des dirigeantes de Companium. D'un mot, Companium, vous accompagnez les entreprises à mieux s'intégrer au sein des territoires pour que derrière on prouve l'utilité concrète de l'industrie finalement là où elle s'enracine. On a beaucoup parlé là, de réindustrialisation. C'est quand même intéressant d'avoir aussi votre avis à vous parce que vous êtes vraiment en lien avec ce qui se passe au quotidien. Qu'est-ce qui vous remonte ? Alors merci pour cette invitation. Oui, ce qui me remonte du terrain, au-delà des chiffres qu'on peut voir dans la presse tous les jours, eh bien, c'est la diversité de réponses à votre question. Finalement, qu'est-ce qu'on voit de la réindustrialisation ? Eh bien, on voit que sur certains territoires, ça se passe très bien. En Occitanie, en région Pays de la Loire, sur des filières telles que la transition énergétique, en Occitanie, ça se passe bien. On a une belle cohésion, on a des écosystèmes forts, des projets industriels de transition énergétique majeurs qui s'implantent. J'ai en tête SLB, donc l'ex-Schlumberger, qui implante un projet d'éolienne flottante à hauteur d'un investissement de plus de 70 millions d'euros. Ça se passe très bien, qui embarque tout un écosystème avec lui. La région Pays de la Loire, dans lequel on a un écosystème d'industrie dit à impact, ça se passe bien. Des filières, dont la transition énergétique, sur certaines dimension, ça se passe bien. Des startups industrielles, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est difficile, mais il y a une vraie dynamique. Et pour autant, des filières ou des territoires, des projets qui rencontrent des difficultés très concrètes. Tout à l'heure, on était au Salon des maires ensemble, on faisait intervenir le maire de Belfort et le maire du Creusot qui nous disent l'industrie ça va, mais on rencontre des problèmes de normes, en particulier sur le foncier pour implanter ces entreprises industrielles. C'est concret, c'est du quotidien. Ils avaient quand même trouvé des solutions, et ça qui était génial, de garder des usines en plein centre-ville. Les deux. C'est vrai. Donc, ils trouvent des solutions. Il y a des difficultés, mais on trouve les solutions. Il y a des sujets d'acceptabilité. Je reviens sur le chiffre qu'on voyait tout à l'heure. 80%, 83%, je crois, d'opinion globalement favorable. Oui, c'est vrai. Il est vrai aussi qu'on rencontre sur certains projets qui sont vertueux des oppositions qui les retardent, voire les bloquent. J'ai en tête des projets de chaufferie biomasse, des projets de méthanisation qui sont portés par l'ADEME, qui sont vertueux, et là, mais qui rencontrent... on attend la PPE3 pour tous ces sujets. Oui, et qui rencontrent des oppositions citoyennes parce qu'on ne les comprend pas, parce que les porteurs de projets n'ont pas les bonnes postures. Donc on a ce sujet. Et puis, le dernier sujet que j'observe, c'est, on parlait d'innovation tout à l'heure, c'est en effet un défaut d'innovation, une difficulté à innover pour nos PME, pour notre tissu industriel. Alors, il faut les soutenir par des dispositifs, on en parlait tout à l'heure, le crédit impôt recherche, oui, des dispositifs du ministre Martin, mais aussi par un soutien et la collaboration avec des grands donneurs d'ordre, parce qu'on a besoin de marché pour ça. Effectivement. On en arrive à François Gémen. Bonsoir. Bonsoir. Pardonnez-moi d'être un peu en retard, mais j'arrive de Velay, mais donc... vous arrivez effectivement tout juste de la COP 30. Pour vous éviter d'avoir un problème de parité dans le panel. Vous savez, si ça devait être dans ce sens-là, pour une fois, ça serait pas bien grave. N'être que dans ce sens-là. Mais en tout cas, ce qui est passionnant, c'est donc le fait que vous reveniez bien évidemment de cette COP. On a un peu envie d'avoir un peu votre sentiment de ce qui s'est dit sur place. Vous en revenez avec quelle idée ? D'abord, c'est pas fini. Il y a une pression intense des diplomates brésiliens pour qu'on termine le jour prévu cette fois-ci. Et donc, ils ont eu un truc
assez habile, c'est que la plénière de clôture qui s'ouvre généralement le vendredi et qui se fait prolonger de 24 ou 48 heures pour terminer le dimanche, ils ont décidé de placer la plénière de clôture le mercredi, donc aujourd'hui, en anticipant que ça serait prolongé de 24 ou de 48 heures, mais que donc même si c'était prolongé de 48 heures, ben on terminerait quand même le vendredi à l'heure. C'est assez habile et les Brésiliens sont assez habiles pour ce genre de truc. Maintenant, sur le fond de ce qui s'est dit, il y avait quand même, je trouve, un certain allant. C'est-à-dire qu'on aurait pu croire que la coopération internationale aurait été complètement en panne vu la fragmentation du monde, et on sent quand même que malgré tout, il y a une certaine concorde sur certains projets, qu'il y a quand même la volonté d'arriver à un texte commun qui sera forcément pas très ambitieux, mais qui au moins, et c'est quand même une demi-satisfaction, ne reviendra pas sur les acquis du passé, notamment sur la question de la sortie des énergies fossiles. Il y avait quand même de grosses craintes qu'on ne revienne sur ce qui avait été acté à Dubaï il y a 2 ans. Là, manifestement, ça restera, ça devrait rester sous surprise dans le texte. Mais est-ce que c'est parce que aussi les entreprises disent à un moment on peut faire du business grâce à la décarbonation et grâce à finalement répondre aux attentes d'une partie des consommateurs? Il y a 2 choses ici qui sont importantes à dire, je crois, par rapport au COP. La première, c'est qu'on s'imagine souvent que ce qui est décidé au COP s'applique ensuite dans les pays et puis s'applique aux entreprises. La réalité, c'est que ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. C'est que la COP, c'est davantage une chambre d'écho de l'état de la transition dans les différents pays, dans les différentes entreprises. Et que donc, d'une certaine manière, on est sur un processus qui n'est pas un processus descendant, top-down, on est sur un processus qui est ascendant, bottom-up. Et que donc, c'est effectivement les entreprises et les collectivités qui jouent un rôle de plus en plus important, qui donnent le là de la transition. Le deuxième élément, c'est que, et je crois que ça c'est un changement majeur depuis Paris, au moment de l'accord de Paris, on comptait encore beaucoup sur les gouvernements pour mettre en œuvre la transition. Aujourd'hui, très clairement, plus personne ne compte sur les gouvernements et tout le monde compte sur les entreprises. Et donc, pour que ça fonctionne, évidemment, il faut que ce soit rentable. Il faut que l'engagement pour le climat dans la décarbonation soit un marqueur de compétitivité, un marqueur d'attractivité et au niveau politique aussi un marqueur de souveraineté. Et c'est très clairement parce que des entreprises sont là pour montrer que ça fonctionne qu'il est possible d'arriver à quelque chose. C'est pour ça que moi, je m'insurge un peu toujours contre ces gens qui disent « Ah là, mais comment ça se fait qu'il y a autant de représentants d'entreprises au COP ? Comment ça se fait que les industries fossiles sont représentées au COP ?» J'ai envie de dire « Mais heureusement qu'elles sont là. » C'est-à-dire, qu'est-ce que vous feriez s'il n'y avait pas les entreprises? Vous feriez des trucs, des réunions à 3 pelés, 2 tondus dans une tente au milieu du désert. C'est évidemment parce que ce qui est négocié à la COP intéresse les entreprises au premier chef qu'elles sont là. Et je crois que c'est important de dire qu'en dehors de la négociation elle-même, qui évidemment est une négociation politique, il y a aussi toute une série de projets qui trouvent des financements, toute une série de partenariats qui sont noués lors des COP. Et peut-être que ce qui se passe autour de la négociation est peut-être plus important pour la transition que la négociation elle-même. Alors revenons justement aux entreprises et à vous, Barbara, du côté de L'Oréal, parce que vous avez aussi un vrai rôle d'entraînement et vous le faites là de façon hyper concrète avec toutes les PME, tous les fournisseurs, et donc vous créez aussi tout un écosystème qui vous permet à vous au final d'être plus vertueux, mais vous avez pu créer ça. Oui, nous on a 35 000 fournisseurs dans le monde et on en a plus de 1000 en France, donc c'est important. Et effectivement, quand je parlais tout à l'heure du leadership vis-à-vis de nos consommateurs, c'est aussi vis-à-vis de nos partenaires. En fait, on réussit jamais dans cette transition et créer de la valeur aussi à travers cette transition, on réussit jamais tout seul. Donc on est entouré de partenaires avec de différents niveaux et nos fournisseurs sont nos premiers partenaires parce qu'évidemment, dans notre fameux scope 3, il y a tous nos achats de biens et services et dans ce scope 3, 70% de ce scope 3 il vient de comment on travaille avec nos fournisseurs et ses achats. Donc nous, aujourd'hui, on a 3 grands enjeux avec nos fournisseurs et c'est comme ça qu'on les engage et qu'on travaille ensemble. On a un enjeu évidemment d'engager en priorité nos fournisseurs stratégiques. Ensuite, on a un enjeu de les aider, de les accompagner dans leur propre processus de décarbonation. Et puis, on a un 3e enjeu qui est peut-être le premier, mais je le cite en dernier parce que j'en parlerai peut-être un peu en dernier, c'est évidemment l'innovation.
Et nous, pourquoi on est très engagé dans cette transition depuis des années? C'est parce que c'est créateur d'innovation pour nos produits, pour nos process, et aussi pour notre façon aussi de recruter et d'envisager nos talents. Donc aujourd'hui, on a 83% de nos fournisseurs stratégiques qui sont évalués sur leur transition, sur leurs résultats, à la fois en maturité et en progrès, donc sur une évaluation environnementale et sociétale. Comment on les accompagne? Ça fait plus de 15 ans qu'on a des plateformes, des forums, des réunions avec eux régulières. On les récompense aussi. On a des compétitions entre nous sur des projets d'innovation sur lesquels ils postulent et sur lesquels ils tous ensemble, on s'évalue et on se dit celui-là, c'est un super projet, montons-le et investissons dedans. Et donc ça, aujourd'hui, c'est plus de 50% de nos fournisseurs qui sont évalués. Et là où on est aussi, on cherche à être équilibré, c'est qu'on les évalue de la même façon qu'on s'évalue nous. Donc on utilise les mêmes méthodologies. On est, nous, une entreprise engagée sur le SBTI, depuis les accords de Paris, depuis 2015. On les évalue de la même façon et on les aide à monter leur trajectoire et leur projet de décarbonation autour de ces méthodologies qui sont basées sur la science et qui permettent du coup d'objectiver de façon réciproque ces trajectoires. Et le dernier point d'innovation, un exemple très concret, on a mis en place un fonds qu'on appelle le fonds Solstice chez nous, qui est doté de 50 millions d'euros. Et typiquement, quand on a un fournisseur qui vient nous voir, qui nous présente un projet et qu'on pense qu'il a vraiment de la valeur, qu'il est créateur de valeur, qu'il est très innovant, mais que ce fournisseur n'a pas forcément l'argent ou les ressources, peut-être une partie du savoir-faire pour pouvoir accélérer sur cette solution, eh bien nous, on va devenir partie prenante de cette solution et à travers ce fonds, l'aider à aller plus vite, à scaler et à investir directement dans la solution. Justement, sur l'innovation, Stéphanie Sauret, je vais passer à vous parce que vous travaillez aussi pour essayer de... Aujourd'hui, vous utilisez beaucoup de plastique et ce genre de choses, mais vous travaillez sur un projet en particulier pour réduire les déchets de caoutchouc et de plastique en général. Racontez-nous ce que vous essayez de faire. Oui, donc effectivement, la décarbonation, sans les PME, ça ne pourra pas marcher puisque, comme ça a été dit précédemment, les PME sont un maillon essentiel de la chaîne industrielle en France. Pour décarboner, je voudrais rappeler qu'on a besoin d'accompagnement. On a besoin effectivement d'accompagnement des pouvoirs publics, de l'accompagnement financier, mais également de la simplification peut-être des guichets des aides qui existent, ça a été dit aussi. Et on a besoin aussi de l'engagement de nos donneurs d'ordre, qu'ils soient publics ou privés. Donc un cas concret que nous avons vécu. Donc nous fabriquons des pièces en caoutchouc pour un gros donneur d'ordre. C'est des connecteurs qui peuvent servir justement à Siemens derrière. Et donc, nous produisons beaucoup de déchets dans cette production. Donc, nous avons proposé à notre client, de manière proactive, un nouveau process pour réduire de moitié les déchets. On parle de 9 tonnes de déchets générés par an, et donc on réduirait de 50%. Donc, une économie de 4,5 tonnes de caoutchouc, ce qui n'est pas neutre, sachant que le caoutchouc ne se recycle pas, pour ceux qui ne le savent pas, à l'inverse du plastique qui peut se recycler. Donc là, l'idée, c'est de réduire les déchets en amont, puisque du coup, dans une filière, on parle des 3 R, réduire, recycler, réutiliser. Donc nous, on voulait réduire les déchets post-industriels. On pense que voilà, si on peut les réduire, on n'a pas à les recycler derrière, de toute façon. Donc un investissement de 100 000 € pour réduire ces déchets. Notre client n'accepte les investissements que s'il a un payback de 3 ans. Et là, on était sur un payback de 4 ans, 4 ans et demi. Donc on a cherché des guichets. On a contacté notamment l'ADEME qui peut aider sur ça. Et l'ADEME n'a pas du tout de guichet pour le R réduire que pour le R recycler. Donc, on a trouvé ça étonnant. Du coup, comment faire? Heureusement, notre client et surtout l'acheteur de notre client a une conscience forte environnementale et pour une croissance responsable. Je vois que c'est écrit là-bas. Et donc, il a lutté en interne dans sa société pour pouvoir accepter cet investissement. Donc, il a pris le risque. Il a accepté de partager la dépense, quoi. Il a pris le risque avec l'accord de ses actions, de ses responsables. Ouais. Mais par contre, il a lutté pendant longtemps. Et du coup, si on avait été aidé différemment, on aurait pu, depuis 2 ans déjà, économiser ces 9 tonnes de caoutchouc. Cette bataille de l'aide, finalement, vous a fait perdre du temps dans votre projet. Voilà. Doris Birkhofer, j'en reviens à vous, avec là presque un peu la double casquette franco-allemand. Parce que s'il y a bien un sujet qui lie nos 2 pays, c'est les réseaux électriques. Et si on veut réussir cette transition énergétique, on a cet énorme investissement devant nous parce que tout ça est un peu vieux et il va falloir rénover tout cela.
Absolument. On parle beaucoup de... on veut moderniser l'industrie, on veut créer des data centers, des AI factories et tout ça. Ça ne va pas marcher si nos réseaux électriques restent au XXe siècle. Et parce que sinon, le président de la République l'a dit, plug baby plug. Donc il faut tout brancher. Et pour ça, il faut une électricité sûre, fiable et abordable. On a quelques enjeux avec les réseaux électriques en Europe. Ils sont vieux. 40% des réseaux électriques en Europe ont plus de 40 ans. Mais c'est un frein énorme pour beaucoup d'industries. Le deuxième sujet, c'est que ces réseaux ne sont pas encore suffisamment digitalisés. Et la digitalisation permet d'améliorer la résilience, par exemple, et d'améliorer l'utilisation des capacités. Si on avait besoin d'un rappel, ce qui s'est passé en Espagne au moment Exactement. du blackout, on a eu une petite piqûre de rappel, quoi. Tout à fait. Et après, il faut harmoniser les règles entre les pays européens. Et c'est là où le Conseil des ministres franco-allemands qui s'est réuni il y a fin août a défini ça comme une de ses priorités. On va faire des analyses communes pour justement évaluer quel est le besoin en termes de modernisation et comment est-ce qu'on peut mettre tout ça en œuvre. Donc ça, c'est un élément très important. Après, j'aimerais juste revenir sur un point qui est très important par rapport au point avant, qui est cette notion de business case derrière les projets de décarbonation. Vous l'avez mentionné, chez vous, c'était un peu moins évident. Et donc, heureusement, vous avez eu un client qui vous a soutenu. Après, il y a des cas où c'est plus évident. Et donc, la notion de ROI est très importante. Et il y a vraiment des investissements dans la technologie qui sont relativement faciles à faire avec des ROI de 1 ou 2 ou 3 ans. Et vous avez parlé de ce que vous avez mis en place. On a la chance d'accompagner plusieurs de vos usines aussi en France, où justement une GTB, une gestion technique de bâtiments modernes, peut aider à économiser jusqu'à 30%. Et ça, c'est important de le rappeler parce qu'il n'y a pas besoin de construire une usine nouvelle pour ça. Si déjà on regarde ça va dans les deux cas. Bien sûr. C'est possible sans construire une nouvelle usine. Absolument. Exactement. Et donc, je pense qu'il faut faire aussi les PME qui se posent la question à chaque fois, voilà, comment est-ce que je gère ma trésorerie, comment est-ce que je peux créer de l'impact. Regardez quels sont les investissements dans mes processus industriels, dans mes bâtiments qui me permettent à la fois de réduire mon empreinte carbone, de décarboniser, tout en ayant des avantages de coût, parce que ça va réduire la facture ou autres critères qui vont me permettre d'être plus compétitif. Justement, là, on parle beaucoup d'innovation au travers des projets qu'on voit. Virginie Sachs, qu'est-ce que vous voyez du côté des startups industrielles, notamment dans ce secteur de la décarbonation? Vous voyez, dans les territoires, c'est booming, comme on dit en bon français. Alors oui, en effet, on accompagne de nombreuses startups industrielles sur leurs projets d'implantation, d'industrialisation. Et donc à ce titre-là, je vois une vraie dynamique, en particulier sur de projets de start-up industriels sur la décarbonation, également sur la souveraineté. Donc je peux vous en citer quelques-uns. Vous avez des projets sur la chimie des matériaux avec Carbon Water, sur les panneaux solaires, Holosolis, qui a été récompensé également lors du Chose France Édition France, ou encore d'autres, Génomine, qui extrait du nickel par les plantes. Donc on a vraiment de très beaux projets. Je reviens sur le bottom-up que vous mentionniez tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est à la fois une stratégie top-down de l'État de les soutenir, en particulier par France 2030, mais aussi des collectivités, de la part des collectivités, de faire des paris en implantant ces projets qui contiennent une certaine part de risque. Le problème, c'est quand c'est ça, il faut qu'il y ait un écosystème, parce qu'une entreprise toute seule au milieu de nulle part... Ça ne sert pas à grand-chose, quoi. Exactement. Et alors moi, je vois deux sujets sur cette innovation par les startups industrielles qui est important de souligner. Vous parlez d'écosystème. Les attentes qu'on a vis-à-vis de ces startups, ça n'est pas seulement d'être innovantes, c'est de créer de nouvelles filières. Donc quand on les soutient, on leur donne des financements, c'est très bien. Mais il faut aussi les aider à créer ces nouvelles filières et cet effet d'entraînement. Aujourd'hui, le principal plan d'accompagnement, qui est France 2030, fait défaut dans la mise en relation de ces différents acteurs avec les écosystèmes territoriaux, les grands groupes, mais aussi l'ensemble des acteurs industriels. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, ce sont des acteurs qui sont motivés par un sens et une envie de décarboner l'industrie. Attention à ne pas en faire des champions parfaits de la décarbonation. Ce sont des entreprises industrielles. Parfois, ils ne peuvent pas être parfaits. Parfois, ils sont faiblesses.
parce qu'ils ne peuvent pas, à l'étape où ils en sont, à l'étape de maturité où ils en sont, comme une entreprise que j'ai en tête, qui s'appelle Pili, qui fait de la fermentation dans la chimie, ils ne peuvent pas avoir une usine. Dans les semi-conducteurs, non, on ne peut pas avoir une chaîne de valeur intégralement en France, voire intégralement en Europe. Ce n'est pas possible. Et donc, il faut faire attention à ces entreprises qu'on soutient, on a raison de les soutenir, mais ça ne peut pas être des champions parfaits de la décarbonation qu'on attendrait. François Gémen, j'en viens à vous parce que souvent, quand on entend vos différentes interventions, vous dites qu'il faut qu'on pense la transition énergétique comme un investissement qui pourra devenir rentable. C'est un peu pour résumer les 4 propos qu'on vient d'avoir. Je crois qu'effectivement, un problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on envisage toujours la transition en termes de contraintes pour les entreprises et du point de vue financier comme un coût supplémentaire à assumer. Ce qui est évidemment difficile selon les entreprises, vu l'état de leur trésorerie, et toutes n'ont pas les capacités d'investissement, ce qui est encore plus difficile du côté des pouvoirs publics, puisqu'on ne va pas apprendre à M. Lecornu qu'il y a des milliards qui dorment dans les caisses de l'État et qui n'auraient pas vu. Et donc, on se rend compte aujourd'hui, et c'est vraiment un élément très fort de la COP30, qu'on ne va plus pouvoir compter uniquement sur les subventions publiques. Or, aujourd'hui, on a quand même beaucoup compté, y compris pour le financement de la transition dans les pays du Sud, par exemple, sur de l'argent public. Et donc, une des grosses priorités qui émergent de cette COP, et c'est relativement nouveau, c'est la question de la mobilisation des capitaux privés. Et il faut absolument, je crois, voir la question de la transition comme une question d'investissement. Très clairement, si la Chine, aujourd'hui, investit des milliards et des milliards dans la transition énergétique, dans les énergies renouvelables, dans la mobilité électrique, c'est pas parce que le Parti communiste chinois est devenu écolo d'un coup. C'est pas par conscience écologique. C'est parce que, évidemment, la Chine fait de la transition climatique et énergétique un investissement de modernisation de son économie. Et donc, par rapport à toutes les entreprises que nous avons en France ou en Europe, la question qu'il faut se poser, c'est par rapport à l'économie du XXIe siècle, qui serait une économie moins carbonée, une économie davantage circulaire, où est-ce que je veux me placer dans cette nouvelle économie qui vient? Est-ce que je veux être dans la locomotive ou les wagons de tête? Ou est-ce que je risque, si je n'investis pas maintenant, si je ne transforme pas maintenant mes processus de production, de fabrication, le risque, c'est évidemment qu'elles doivent se contenter des wagons de queue, voire qu'elles restent à quai. Il faut vraiment le voir comme un véritable investissement qui est déjà rentable dans certaines entreprises aujourd'hui, qui le sera demain chez les autres. On le voit chez L'Oréal aujourd'hui, c'est rentable, mais c'est aussi rentable pour un autre point qui est capital, ce qu'on a beaucoup parlé depuis le début de cet après-midi, des talents et de les faire venir dans l'industrie. Bon, il n'y a pas que ça qui fait venir les gens chez L'Oréal, mais malgré tout, être une entreprise responsable sur ces sujets et clairement engagée, ça joue par rapport à la concurrence. Oui, c'est un avantage compétitif. C'est un avantage compétitif sur le marché des produits et de la cosmétique, et c'est un avantage compétitif pour les talents qu'on recrute. Aujourd'hui, c'est un élément de fierté, en fait. Alors d'abord, je vais quand même parler de nos collaborateurs, parce qu'en fait, ils contribuent à cette transition tous les jours. Donc, les citer, c'est quand même important. Voilà, nous, je vais parler de la France, donc 11 sites industriels, 7 sites de recherche. On a investi sur les 3 dernières années presque 500 millions d'euros dans nos usines et nos centres de recherche. Vous citiez Gauchy tout à l'heure, mais en fait, donc Gauchy, c'est 60 millions là, très récemment, mais en fait, depuis 3 ans, c'est près de 500 millions. Donc, on voit sur le long terme, et on investit en France. On a 15 000 collaborateurs en France. On génère à peu près 100 000 emplois directs et indirects en France, directement avec nos activités. Donc, tout ça, c'est de la création de valeur, j'insiste là-dessus. Et c'est aussi des éléments de fierté. 100%, enfin aujourd'hui, nos usines ont atteint 100% d'énergie renouvelable, et on recycle et on réutilise 90% de notre eau industrielle. Donc en fait, cette transition, elle est réelle. Et ça, ces éléments de preuve, ils sont importants. Et ça nous permet de garder les talents qu'on a déjà. Voilà, parce que c'est un facteur d'engagement de nos collaborateurs et un facteur de fierté. Et puis derrière, effectivement, quand on reçoit nos futurs talents dans les processus RH ou même dans les campus, ou même dans des conférences comme celle-ci, pourquoi pas, de tous âges, de tous horizons, de tous sexes, eh bien, les gens nous parlent de notre engagement. Et effectivement, ils le voient eux aussi comme un avantage compétitif. C'est-à-dire qu'ils disent, effectivement, vous vous engagez depuis longtemps, vous êtes sincère dans votre engagement, vous avez des résultats dans les faits. Alors, on ne fait pas tout parfaitement, il y a des trucs qu'on fait mieux que d'autres, mais globalement, on est engagé et on a cette vision de décarbonation et d'amélioration de notre impact, enfin de réduction de notre impact, toujours en ligne de mire. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est quand on lance un produit, nous, chez L'Oréal,
Il y a un processus, ça fait quelques années qu'on l'a mis en place, c'est beaucoup de travail derrière, mais qui dit que si l'impact environnemental de ce produit n'est pas amélioré, il n'est pas lancé. Ça veut dire quoi, par rapport à un Ça veut dire par rapport à un produit qui existe déjà. Donc je renouvelle une bouteille de shampoing, je le redesign, je retravaille la formule, je vérifie que ce produit que je remets sur le marché a un impact environnemental amélioré. Et en plus, je le rends de plus en plus transparent vis-à-vis de mon consommateur. Puisqu'aujourd'hui, on a travaillé avec plus de 70 acteurs de l'industrie dans 46 pays, à un Eco-Beauty Score, c'est-à-dire aujourd'hui, si vous allez sur nos marques, il est en test depuis le mois de juin, par exemple sur des marques Garnier ou L'Oréal Paris, vous pourrez voir, vous en tant que consommateur, si c'est un critère de choix, et même si ça n'est pas comme critère de choix en termes d'information et de transparence, vous verrez que tel ou tel produit a tel impact environnemental. Il est noté de A à E. C'est un peu un Nutri-Score de la cosmétique. Et ça, vous le faites sans faire payer le consommateur ? Et ça, c'est évidemment sans faire payer le consommateur. Et nous, de toute façon, aujourd'hui, et même vous connaissez les problématiques françaises, le pouvoir d'achat est un élément important. Et aujourd'hui, évidemment, nos prix restent accessibles et ils sont, à nouveau, je l'insiste, c'est une transition pour tous. Virginie Sachs, je disais tout à l'heure que vous dirigez également la chaire industrie de l'ESSEC, célèbre école de commerce, bien évidemment. Vous voyez cette préoccupation, parce que finalement ce sera eux, les dirigeants de demain dans les directions commerciales et marketing. Vous voyez cette préoccupation ou il y a un peu un côté hop, c'est bon hein ? Alors, on voit clairement cette préoccupation, en particulier à l'ESSEC, qui a une ADN très forte sur l'engagement sociétal. Ce que je peux dire aussi, c'est qu'avant de lancer la filière Deep Tech Industrie du futur de l'ESSEC, on a sondé les étudiants sur leur appétence vis-à-vis de l'industrie, chiffres qui sont bien au-delà de nos espérances, sur leur envie de tester les carrières industrielles à la suite de leurs études. Pourquoi ils veulent tester l'industrie ? La première réponse, c'est l'intérêt général. Donc, ils ont tout à fait conscience du fait que c'est une carrière qui est engagée. Avant-hier, lundi pour la hier pour avant-hier pour la 19h46 semaine c'est 50 secondes. Exactement pour la 3 minutes 39 filière, on a terminé. Pour la filière donc Deep Tech Industrie du futur et la semaine de l'industrie, on a emmené 80 étudiants en visite dans l'usine BIC, donc on voit vraiment cette appétence. Quoi le BIC on doit fabrique les crayons, pas les briquets. Exactement. Et comment on les forme à ce renouveau de l'industrie avec une triple compétence à la fois technique, entrepreneuriale et commerciale. J'ajoute la compétence citoyenneté qu'ils ont déjà, ou l'appétence citoyenneté. Quand j'interviens sur la transition énergétique, je forme tous nos étudiants, formation initiale et continue, sur l'acceptabilité, la compréhension des territoires sans lesquels l'industrie n'existe pas. Ah bah justement, ça fait une transition parfaite pour arriver jusqu'à vous, Stéphanie Soret, sur cette question des territoires. Parce que après qu'on se soit parlé, je suis allé regarder si la presse avait écrit sur vos usines et tout. Et oui, il y a quand même pas mal de papiers sur la nouvelle petite usine qui ouvre. Est-ce que ça aussi, c'est un effet d'entraînement du coup derrière ? Parce que vous avez peut-être des collègues à vous qui viennent voir l'usine en disant, bon, si vous y êtes arrivé, on va peut-être faire pareil, nous. Oui. Déjà, nous, chez Somocap, nous croyons beaucoup au travail, à la collaboration. Et du coup, donc nous sommes au Pays Basque et nous sommes organisés en une association d'industriels qui s'appelle Pays Basque Industrie. Donc oui, pour répondre directement, notre nouvelle usine Play, ils sont tous venus visiter. Ils sont très fiers aussi de porter qu'il y ait un projet comme ça dans notre territoire. Et donc, dans notre territoire d'industriels, on essaye ensemble de participer à la réduction de l'empreinte environnementale. Donc, avec cette association, a émergé un projet qui s'appelle Iparla. Bon, c'est le nom, entre autres, d'une montagne basque, mais aussi je vais vous faire grâce de ça, mais l'acronyme d'une phrase en basque qui veut dire revalorisation du plastique local, industriel. Donc, comment ça se passe, ce projet ? En fait, quand on est un industriel, donc nous, on est transformateur de plastique, mais on a aussi d'autres industries dans le territoire qui génèrent du plastique. Par exemple, une société qui fait de l'électronique, qui reçoit ses composants sur des plastiques qui viennent d'Asie, puisque les composants ils viennent d'Asie. On a d'autres industriels qui sont dans le médical, etc. Donc, et c'est difficile de massifier tous ces déchets pour intéresser des recycleurs. Donc, du coup, on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas réutiliser et broyer et faire un nouveau produit en local. Donc le projet, c'est de la collecte locale, de la transformation locale pour d'un usage local. Du coup, concrètement, par exemple, nous, on a une boucle circulaire. Je vais récupérer des déchets dans une usine qui est à 15 km de chez moi, Cambo-les-Bains, qui fait des pièces pour le médical. Je récupère ces déchets post-industriels, je les transforme chez nous,
dans notre entreprise, et nous les livrons à un client qui est à 30 km de chez nous, à Anda, qui s'appelle Sokoa, et qui fait du mobilier de bureau en France, pour faire une pièce pour leur siège de bureau. Donc c'est vraiment une boucle de revalorisation pour réduire l'impact, tout en développant l'économie de notre territoire. Mais ça, les boucles dorées, si on va clôturer cette ref industrie avec vous, cette économie circulaire, c'est aussi totalement indispensable, la création de ces écosystèmes. C'est un peu ça, la réussite d'une transition industrielle durable au final. Absolument, et je pense qu'on a de bels exemples. C'est un très bel exemple. J'aime aussi citer un dans lequel nous sommes un peu impliqués. Prenez le site industriel de Fos-sur-Mer. C'était quand même le deuxième site le plus polluant de la France, qui s'est défini comme ambition, comme vision politique de vouloir le transformer en zone industrielle bas carbone, qui a attiré maintenant aussi plein de sites industriels, de start-up industriels comme Gravity, qui c'est un investissement de 2 milliards d'euros pour produire de l'acier vert basé sur l'hydrogène. Et là, voilà, il faut travailler ensemble. Siemens est à la fois investisseur via notre entité Siemens Financial Services. Après, on est aussi partenaire technologique. On accompagne ce site dès le début avec des solutions numériques pour faire de l'éco-conception, pour construire des usines qui sont décarbonées dès le début et ainsi de suite. Donc, ce sont ce genre de cercle vertueux qu'on doit créer. On travaille ensemble en écosystème en France et en Europe. Eh ben, je crois qu'on peut vous applaudir à nouveau tous les 5. Merci à vous tous. Je voudrais juste ajouter un tout petit mot sur la question de la valeur du travail et du sens du travail. On a parlé des collaborateurs. Je pense que dans la nouvelle économie qui vient, la question de la valeur qu'on va donner à son travail va être fondamentale. On est passé d'un système où les gens étaient exploités et travaillaient uniquement pour gagner de l'argent, détestaient leur entreprise, c'était germinal. Et puis, de plus en plus, dans les dernières années, on a engagé les travailleurs et on leur a dit soyez utiles à votre entreprise. C'était tout le sens des politiques de relations humaines au cours des dernières décennies pour essayer d'engager les travailleurs, les collaborateurs dans la vie d'entreprise pour qu'ils soient utiles à l'entreprise. Si demain, ils peuvent se dire qu'ils sont aussi utiles à la société et qu'ils rentrent chez eux le soir, non seulement en ayant gagné leur salaire, en ayant été utiles à leur entreprise, mais en ayant été utiles à la société, je pense qu'on arrive dans une ère nouvelle pour le travail également. Eh bien, à nouveau, on vous applaudit. Merci. Merci à vous 5, merci à vous toutes et tous. La semaine prochaine, un autre événement aura lieu, cette fois au théâtre de la Tour Eiffel sur l'inclusion. Et on se retrouve, je crois, pour un cocktail dans le hall du MEDEF. Merci à vous tous.